Effectivement, mais c'était un petit événement, en tout cas une surprise, on ne sait pas, on va l'analyser dans quelques instants, mais c'est vrai que la plupart des favoris, dont fait partie Sebastian Samuelsson, puisqu'il est sur le podium de ce classement général, ont choisi de partir plus tard dans la deuxième partie de cette start list. Ce sera le cas de nos Français avec Émilien Jacquelin qui porte le dossard 35 et qui s'élancera avec 2 minutes d'avance sur Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet lui portera le 43, Fabien Claude le 46. Vous l'aurez compris, les favoris sont donc autour de cette 40e place. Mais à l'image du biathlète que l'on voit à l'image, il y a aussi des gros noms dans les 10 premiers, Alexis. On pense donc oui à Samuelsson, à Ponsiluoma et à l'Italien Dominique Windisch. Effectivement, beaucoup de choses à étudier sur cette course. Elle va vraiment être très intéressante lorsqu'on regardera en détail les résultats. Et moi, ce que j'attends avant tout, c'est de voir le comportement de Johannes Beu, savoir comment il s'est repréparé pendant cette trêve de Noël, voir s'il creuse par rapport aux autres ou si au contraire il reste toujours à portée de tir pour pourquoi pas se faire déplacer sur le classement général. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être très costaud aujourd'hui pour gagner celle-ci. Il a seulement, si je puis dire, 55 points d'avance, Johannes Beu, sur le deuxième, qui est son compatriote Sturla Leigrid. Sebastian Samuelsson est troisième sur ce classement général. 55 points donc d'avance seulement pour le Norvégien Johannes Beu. Quand on sait qu'une victoire vaut 60 points, il peut donc être rattrapé. Il n'a pas la force qu'il avait la saison dernière, l'emprise sur tout le classement général. Sebastian Samuelsson et son dossard 2, donc c'est étonnant de voir les Suédois avoir choisi ce premier groupe. Oui, ils ont choisi de jouer devant. Alors je pense que c'est avant tout pour essayer d'avoir la piste dans le meilleur état possible, ou alors peut-être qu'ils pensaient qu'il allait neiger un peu plus fort en fin de course et donc qu'il vaudrait mieux partir devant. On verra. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit là-dessus que ça se joue sur cette course. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Samuelsson, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner la tendance pour pouvoir vraiment comparer les autres temps de ski derrière, car on sait que c'est une référence depuis le début de l'hiver. Après, la particularité de la piste ici, c'est que le premier intermédiaire est à la fin de la grosse difficulté de ce premier tour. Donc si un athlète part trop doucement ou trop vite, malheureusement il ne va pas s'en rendre compte avant d'arriver au sommet de la montée et ça pourrait déjà creuser des écarts. On a vu tout à l'heure cette piste difficile, exigeante, Alexis, chez les filles, avec cette boucle de 2,5 km. Mais pour les garçons, c'est une boucle de 3,3 km qu'il faut parcourir. Quelles sont les différences? Alors la grande montée reste la même finalement, qu'on soit un homme ou une femme, on doit gravir la même montée très longue. Et puis là où ça va changer, c'est plus sur la fin de la piste, avec une partie pour les hommes qui est rajoutée, où il faut rester très actif et surtout il faut tenir dans l'effort. Si un athlète est parti trop vite, peut-être que tout à l'heure dans les tout derniers kilomètres il aura du mal à cet endroit là, mais on en est encore loin. Il va falloir pousser partout. La piste brasse déjà dès les premiers, ça se voit. Regardez là dans les skis de Ponsiluoma, il y a beaucoup de neige qui glisse. Alors le rouleau avec les scooters qu'on a vu tout à l'heure dans l'avant-course est passé à relisser tout ça, mais très vite on devrait à nouveau avoir des pieds qui s'enfoncent dans la neige. Et c'est ce qu'on va voir juste après une petite pause. On la marque tout de suite pour vivre la course dans son intégralité. Ensuite, ne bougez pas. Le premier Français est en place. Il est dans le portillon de départ. Antonin Guigona va lancer le balai pour les tricolores. Ils seront bien 6 au départ aujourd'hui. Et c'est le premier d'entre eux pour cette première course masculine de l'année. C'est parti, oui, pour Antonin qui va donner la tendance pour cette équipe de France. Ça va nous permettre d'essayer d'évaluer un petit peu les choses. Voir comment lui, en tout cas, s'est préparé. L'équipe de France, ils ne sont pas restés tous ensemble pendant les fêtes de Noël. Chacun est rentré chez soi. Chacun a suivi la trame d'entraînement donnée par Vincent Vitoz. Mais par contre, chacun l'a fait à sa manière sur son site d'entraînement à domicile. Et on va attendre de regarder les premiers intermédiaires pour Antonin. En tout cas, pour l'instant, c'est Samuelsson qui allume du vert de partout. C'est-à-dire c'est lui qui passe en tête sur tous les intermédiaires, avec Ponsiluoma qui vient de passer à l'intermédiaire 0,8. 1 seconde, 17 derrière Samuelsson. On le suit, Martin Ponsiluoma, sur ces images somptueuses, ces images aériennes.
Et ce blanc que l'on voit tout autour de cette piste, il a beaucoup neigé ici à Oberhof, contrairement aux habitudes. Et il continue de neiger, vous le voyez, cette neige très fine qui est en train de s'abattre ici sur cette piste et qui devrait continuer tout au long de la course. L'équipe de France l'avait prévu, nous a dit Tanguy Queiroz, l'avait envisagé grâce à son météorologue. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, il faudra surtout voir ce qui va se passer au niveau de l'humidité. Si ce grésil reste assez sec, finalement, ça va plutôt ralentir la piste. Par contre, si les flocons deviennent humides, ça peut remettre de l'eau et donc de la glace sur la surface de la piste. Avec le passage des biathlètes, il peut y avoir au bout d'un moment le phénomène de lustration qu'on voit parfois. Et peut-être qu'au bout d'un moment, la piste pourrait réaccélérer à certains endroits. Donc ça, on essaiera de l'analyser plus tard, une fois que plus d'athlètes seront partis. Et les Suédois, comme on pouvait le pressentir, donnent la tendance pour l'instant. Avec Samuelsson et Ponsiluoma qui sont... Ponsiluoma surtout, je pense que c'est le deuxième skieur de ce début de saison si on fait vraiment l'ensemble des courses. Derrière Johannes Bö, à mon avis, c'est lui qui allait le plus vite. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'ils sont là avec les premiers dossards et qui vont pouvoir permettre aux autres d'avoir des temps intermédiaires concrets. Et Ponsiluoma qui en plus nous a montré de très belles choses derrière la carabine sur la dernière étape à Orfilsen. Jusque-là, il avait seulement signé un podium sur le sprint, mais avec un 20 sur 20 sur la poursuite ou un 19 sur 20 sur la mass start, il avait glané de nouveaux podiums. C'était donc en fin 2020. Nous voici en 2021 et le premier tir de cette année se présente pour les Suédois, donc avec Sebastian Samuelsson. Alors comme pour les filles, on est sur des conditions de tir plutôt bonnes pour Oberhof. Pas de grand vent, pas de grandes rafales. Voilà, on peut regarder par exemple le travail du doigt, regarder le doigt sur la détente. Le but c'est que le mouvement soit le plus linéaire possible. Il y aura malheureusement une erreur pour Samuelsson sur ce premier tir. Il ouvre donc la porte à des adversaires qui, avec un 10 sur 10, pourraient lui passer devant. Ouais, on l'a bien compris tout à l'heure chez les filles, il faut un sans faute aujourd'hui pour s'imposer. Allez, au moins un 9 sur 10, 15, 10 sur 10. Tout à l'heure chez les filles, on a vu 15 sans faute à titre de comparaison. Il n'y en avait que 9 à Orfilsen avant les fêtes. Et on a vu cette balle perdue sur la droite de la cible, qui a tapé dans la partie du noir, qui ne tombe pas lorsqu'on est en tir couché. J'en profite encore une fois pour vous rappeler les diamètres, ceux qui découvrent le biathlon. On tire sur des cibles qui font 4,5 cm quand on est en couché. On tire sur une cible qui fait 12 cm lorsqu'on est en debout. Mais par contre, on vise toujours le même noir. Il faut donc être plus précis sur les tirs couchés. Allez, Ponsiluoma arrive à son tour. Pourquoi pas pour passer devant Samuelsson. Ils sont à peu près dans le même temps de ski dans le premier tour, vous le voyez. Ponsiluoma est rentré sur le pas de tir avec seulement 8 dixièmes de retard sur le temps de Samuelsson. Bonne opération pour Martin Ponsiluoma qui va donc sortir devant son compatriote Sebastian Samuelsson puisqu'il n'a pas à aller sur cet anneau de pénalité. Ponsiluoma qui a quand même franchi un sacré cap cet hiver. Il est très régulier au niveau de ses temps de ski, je l'ai dit, vraiment quasiment dauphin de Johannes Bö à ce niveau-là. Et puis on sent qu'au niveau du tir, ça commence à passer de plus en plus souvent. Donc c'est un athlète qui est en train de se construire. Attention à lui, dans les années qui vont arriver, ça peut être un des gros clients pour jouer le classement général et pour jouer les médailles olympiques ou mondiales. Lui, il s'en est offert une de médaille mondiale. C'était il y a 2 ans à Östersund, souvenez-vous, en mars 2019. Champion du monde de la mass start, Dominique Windisch s'installe à son tour. Et Antonin vient de passer à l'intermédiaire 2,3 km. Il donne quand même plus d'indications que le 0,8. Le 0,8, il est un peu trop tôt pour vraiment qu'on puisse tirer des enseignements. Mais Antonin vient donc de passer 4e à 8,9 secondes de retard de Samuelsson. Ça correspond à peu près au standard du début de la saison d'Antonin. On sait, pour lui, l'objectif, c'est d'aller chercher des 10 sur 10 sur les sprints pour essayer de partir placé avant la poursuite.
2 erreurs pour Dominique Vindisch. On suit le tir du Bulgare Vladimir Iliev, champion d'Europe du sprint, de cette spécialité. Mais ça remonte, c'était en 2017. Notez d'ailleurs qu'après ces 3 semaines de Coupe du Monde, on diffusera les championnats d'Europe sur la chaîne L'équipe. Ce sera le week-end du 30-31 janvier. On sera là évidemment pour vous faire vivre ces championnats d'Europe. Vladimir Iliev avait donc brillé il y a 3 ans, mais cette fois-ci, il doit aller sur la note pénalité. Alors, on va commencer au niveau des départs à rentrer dans le groupe rouge, comme on appelle ça, c'est-à-dire le groupe où beaucoup des favoris sont regroupés. Et justement, voilà celui que j'attendais, le dossard numéro 27, Johannes Dalle. Ça va être intéressant, là aussi, de voir comment il évolue. Très rapide sur le mois de décembre, Johannes. Pourquoi pas le voir encore devant au niveau des temps de ski sur cette course. Et qui a déjà remporté un sprint. Souvenez-vous, c'était le premier à Orfilsen. C'est bien simple, depuis le début de la saison, il y a eu 4 sprints et 4 vainqueurs différents. Johannes Bö, Tarjei Bö, Johannes Dalle donc, et sur la Leigrid. Beaucoup de dynamisme sur ce départ. Là, il est vraiment parti à fond, Johannes Dalle. Alors ça peut être une bonne stratégie, on part à fond sur ce plat, derrière tout de suite il y a une descente, ça permet de récupérer et ensuite on attaque la grosse et longue montée avec un rythme soutenu, mais quand même un rythme qu'on peut tenir sur la durée, plus une vitesse de train. Donc là il a essayé de grappiller quelques secondes au début, Johannes Dalle, comme quoi les efforts faut les faire partout en biathlon. Le chrono, j'ai tendance à le rappeler régulièrement, ne s'arrête absolument jamais. Antonin Guigona va arriver sur ce pas de tir, il porte le dossard 13. Juste avant lui, il y a Lukas Fratscher, l'Allemand. Les Allemands qui comptent Simon Schemp dans leur rang sur cette première étape de l'année à Oberhof, puisque c'est Johannes Kuhn qui a été reversé sur le circuit B. Vous le savez, ce circuit d'IBU Cup qui va enfin débuter à partir de la mi-janvier. Alors Fratscher se met sur le pas de tir. Juste après lui, on aura donc Antonin, qu'on aura peut-être en double fenêtre. Sinon, voilà, il est là. Antonin vient de s'installer sur le tapis. Lukas Fratscher in einer Strafrunde. Dann als nächster Starter das Team aus der Ukraine, Druchny. Les 5 ont bien basculé pour Antonin Guigona. Du beau boulot fait par Antonin. Il a une belle qualité de tir sur ce début de saison, je trouve. Antonin, un vrai savoir-faire. Il a pris un peu de temps avant de tirer sa deuxième balle, il me semble. Il s'est repris, il a hésité, ça lui a permis de recommencer son protocole. Et bon, il a perdu 1 ou 2 secondes, mais au moins il n'a pas perdu de balle. Ça lui permet de ressortir deuxième à 15 secondes de Ponsiluoma. C'est tout bon pour Antonin qui rentre bien dans sa course. On attend maintenant le départ du dossard 32, c'est un Tchèque. Si je vous le dis, c'est parce que dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans 1 minute tout pile maintenant, on va avoir le départ de Emilien Jacquelin. Bocharnikov qui est bien parti. Après il faudra voir s'il est capable de tenir sur les 3 tours. Il a parfois tendance à craquer un peu en fin de course, mais on l'attendra peut-être sur le single mixte qui arrivera à la fin de la semaine. Ça peut être le genre d'exercice où il pourrait être performant. Félix Leitner, petit gabarit qui peut être intéressant sur une piste aussi difficile. Son gabarit léger peut l'aider dans les montées. Et lui aussi c'est souvent illustré dans les relais mixtes d'ailleurs. On sera ensemble dimanche à partir de 10h30 pour vivre ces 2 relais, le relais mixte classique et le relais mixte simple. Ouais, c'est dommage là pour Leitner, ses 2 premières balles sont dehors, donc maintenant l'objectif pour lui c'est de comprendre où tapent les balles pour pouvoir réagir, donc soit avec des clics, soit avec de la contre-visée et se remettre au centre. Ça y est, il semblerait qu'il ait trouvé la solution. Mais il en aura laissé 2 dans l'affaire et ça va faire du coup 50 secondes de perdu sur la note pénalité par rapport à ceux qui ne commettront pas d'erreur. Jesper Nelin, encore un Suédois, vient de s'installer et je vais commencer à regarder du coup les intermédiaires pour la Norvège et notamment Johannes Dalle.
Jesper Nelin est à mi-parcours de son premier tir. Émilien Jacquelin est dans le portillon de départ. Le Suédois va pouvoir ressortir dans des très bons temps, peut-être même devant Antonin Guigona qui pointait en deuxième position. C'est parti pour Émilien Jacquelin, deuxième français engagé sur cette start list. Un départ complètement différent de celui de Johannes Dalle. Vous avez vu, il est parti avec un rythme beaucoup plus lent. On a le zoom sur l'impact des balles de Nelin. Tendance légèrement haute sur les 3 premières. Là, c'était plutôt un peu en bas. Allez, tout est bien dedans, pas de cordon. Un beau travail effectué pour lui. Eliseev vient de passer pour la Russie à l'intermédiaire 2,3 km en 4e position. Pour l'instant, c'est les Suédois qui ont les 3 meilleurs temps de l'intermédiaire 2,3. Mais on le sait, derrière, il y a eu un tour de pénalité pour Samuelsson. Ce qui fait qu'il en reste plus que 2 à la sortie du tir numéro 1. Ponti Luoma et Nelin sont premier et deuxième. Drescher auf den Weg zum zweiten Schießen gemeinsam mit Sebastian Samuelsson, beide jetzt in der Arena-Kurve. Il n'y aura pas de plein pour Anton Smolski qui semble avoir été en difficulté en plus avec sa carabine. Ils sont pourtant légion en ce début de course. Ça fait bien voilà, pour celui à l'image Sebastian Samuelsson où il avait fait une erreur sur le coucher. Ça y est, la course va s'emballer. Johannes Bö va prendre le départ. Ouais, Johannes Dalle est passé à l'intermédiaire 2,3 km en 4e position derrière les Suédois. Mais il est au contact à 2,5 secondes. Samuelsson pour aller chercher un 9 sur 10. Ce sera... maintenant seulement un 8 qui sera possible. 8 sur 10 donc pour Sebastian Samuelsson. On l'a vu tout à l'heure notamment avec Julia Simon ou Marte Holzbourg Iseland. 8 sur 10 ça peut faire de très beaux résultats, d'autant qu'il est essentiel de se placer pour la poursuite de demain. Oui, malgré un 8 sur 10 pour les très bons skieurs du jour, il y aura la possibilité de rester dans le top 10, de revenir sur certains athlètes qui auront mieux tiré et de rester, vous venez de le dire Anne-Sophie, bien au contact en vue de la poursuite. C'est ça l'objectif pour Samuelsson. C'est sûr que pour jouer la victoire avec un 8 sur 10, ça risque quand même d'être compliqué. Par contre, rester dans les 6-7 premiers, c'est possible pour lui. Ponti Luoma, lui, peut jouer le 10 sur 10. Allez, ce sera un 8 ou un 7 pour lui. Et ce sera 8, tout comme Sebastian Samuelsson finalement. Dombrowski à l'image pour aller, pourquoi pas, chercher un 10 sur 10. Le premier peut-être de cette course, puisque pour l'instant, les 3 premiers dossards n'y sont pas parvenus. Et bien, toujours pas. Je vous le disais tout à l'heure, il y en a eu vraiment beaucoup chez les filles. 15 sans faute sur le sprint féminin. Allez, c'est que le début de la course et les favoris, en plus, ne sont pas encore passés. Seul un Français, pour l'instant, est passé sur ce pas de tir. Antonin Guigona, il est ressorti 3e du premier tir. Quand il y aura une belle opportunité pour Antonin, pourquoi pas ressortir en tête s'il est capable d'aller chercher un 10 sur 10. C'est vrai qu'on a vu une course chez les féminines qui était assez calme. Là, je trouve que c'est plus excité sur le pas de tir. Alors, il y a de la neige qui tombe un peu plus du ciel. Ça peut aussi être des éléments qui perturbent, qui déconcentrent. Eliseev à l'image. Il est bien parti dans le premier tour. Il faudra le surveiller. Rastorgouyev, lui, reviendra pour jouer le 10 sur 10 tout à l'heure sur son debout. Là aussi, il peut y avoir un client. Rastorgouyev, c'est vraiment un athlète qui est performant dans les montées. Il a plus de mal à garder sa vitesse sur le plat et dans les descentes. On ne cesse de le répéter. Ici, il y a beaucoup de montées. Donc pourquoi pas voir Rastorgouyev à son avantage. Ça jouera face à Eliseev qui vient de ressortir lui aussi avec un 5 sur 5. Le Russe qui a brillé pendant les fêtes, vous le savez, c'est une habitude du côté du biathlon. Il y a toujours un show de représentation aux périodes de Noël. Cette fois, il a été un petit peu aménagé. Il n'y avait ni français ni norvégien, d'ailleurs, notamment à cause du Covid. Mais c'est un duo, Pavlova-Eliseev, qui s'est imposé. Pavlova qui a terminé 6e tout à l'heure. On surveille donc le Russe ressorti 2e. Allez, un Norvégien. Dangereux, lui aussi, il est arrivé avec de l'avance. Ouais, il est rentré en tête sur le pas de tir, mais avec peu d'avance. Vous le voyez, seulement 1,7 secondes.
La dernière est malheureusement dehors pour Johannes Dalleux. Ouais, c'est surprenant, il avait tout bien fait jusque-là. Il a peut-être manqué un tout petit peu d'attention, pas terminé le travail, raté cette dernière balle, ce qui arrive souvent au biathlon, mais on va essayer de comprendre. Alors il a une tendance quand même qui est haute droite, j'ai l'impression. Toujours une balle haute, mais cette fois-ci à gauche, celle-ci est à droite. Où a-t-il raté la dernière? En bas à droite, ouais, bah son tir a eu tendance à se dégrader légèrement et redescendre pas droit. C'est la suite logique finalement de la quatrième. Ah, Fabien qui va prendre le départ, qui a mal mis son bâton, mais ça va, il n'a pas déclenché le portillon de départ, donc pour l'instant rien d'inquiétant. Un jour évidemment particulier pour Fabien Claude, on vous en a beaucoup parlé pendant l'avant-course, mais pour la première fois c'était un objectif, un rêve pour eux. Les trois frères Claude sont alignés sur cette course, sur ce sprint. Fabien donc à l'image, Florent Claude partira lui avec le dossard 76 et puis le plus petit de la fratrie, Émilien Claude, partira avec le dossard 94. Ouais, il y a un petit match interne je pense entre les frères, savoir qui c'est qui fera premier et qui c'est surtout qui sera le dernier des trois frères. On suivra ça et on vous donnera bien sûr le résultat de Florent. Allez, on reprend les intermédiaires pour l'équipe de France. Émilien Jacquelin vient de passer à l'intermédiaire 2,3 km. Il est à 1,8 secondes du temps de Samuelsson qui a toujours le meilleur temps sur cet intermédiaire. Donc le français est dans le coup, sachant en plus que Samuelsson et Ponsiluoma ont tous les deux tourné 2 fois au total après leurs 2 tirs. Il y a peut-être, pourquoi pas, un petit peu de place. Et puis on va commencer à regarder les intermédiaires. Pour Johannes, il va justement arriver à l'intermédiaire 2,3 km dans quelques instants. On va pouvoir voir son chrono s'afficher en direct. Vous l'avez également remarqué pendant le tir de Matvei Eliseev. Quentin Fillon-Maillet a lui aussi pris le départ. Et le voici, l'intermédiaire pour Johannes. Il est donc le plus rapide. Il a mis un coup de rein là, parce qu'il n'était pas en tête à l'intermédiaire 0,8. Il était 2 secondes derrière Samuelsson. Et désormais, il a de la marge. Dommage pour Antonin. Il y aura 2 fautes. Au total, ça fera un 8 sur 10. Et là, il va falloir s'arracher sur les skis pour rester placé. Ils sont 10 pour l'instant à avoir effectué leurs 2 tirs. Et il n'y a pas mieux qu'un 9 sur 10. Et il y en a seulement 2 des 9 sur 10. Les garçons qui tirent moins bien que les filles. Ouais, pour l'instant, ça tire pas bien, effectivement. Il n'y a pas encore de 10 sur 10 après tous ces passages. Ils sont même, je crois, 11 ou 12 à avoir tiré. Car on va compter les 2 qui sont sur la note pénalité qui ne sont pas encore ressortis. Donc oui, pas de 10 sur 10 pour l'instant. Alors, on va regarder ce que ça donne pour Antonin à la sortie de ce pas de tir. Mais il lui reste encore un tour à effectuer. Et lui, par contre, il va beaucoup nous intéresser sur cette course. On va voir comment il va être capable de réagir après un mois de décembre absolument hallucinant de sa part. Que va-t-il être capable de faire? Est-ce qu'il va confirmer? Est-ce qu'il va montrer des faiblesses? Et pour le coup, lui, il tire particulièrement bien avec des statistiques absolument exceptionnelles, notamment sur le tir couché, 97% de réussite, 91% de réussite sur le tir debout, sur la high grid. Le meilleur jeune, donc vous l'avez vu avec ce dossard bleu qui fête eh bien, sa première ici. Il n'était jamais venu à Oborov puisqu'on l'a découvert en fin de saison dernière à Nové Město. Bocharnikov avec un 9 sur 10 ressort en tête. Tous ceux qui sont derrière sont à 8 sur 10. Allez, il y a de la place aujourd'hui malgré des erreurs. En tout cas pour l'instant, Émilien en a déjà commis une. Il a décidé de régler quelque chose sur sa carabine. Ouais, c'est beaucoup mieux. Tir engagé. Raison de faire cette correction, Émilien Jacquelin, puisque les 4 suivantes ont bien basculé. Seulement un tour de pénalité donc à parcourir. Attention, le premier à vraiment surveiller, c'est lui, Jesper Nelin. Mais les 2 dernières balles, il va être très dangereux. Il en a raté une, il en reste encore une à tirer. Finalement, comme c'est 2 compatriotes, il sera lui aussi à 8 sur 10. Et on n'en a qu'un pour l'instant de 10 sur 10, mais il est enfin là. Il est à mettre au compte d'un Américain, Nordgren, qui est toutefois ressorti en 6e position à 41 secondes de Bocharnikov. Et Émilien Jacquelin, à l'instant, vient de sortir de la note pénalité. Vous l'avez vu, il a dû faire un tour, il est 9e à 22 secondes. On le sent, dans cette course, il y a vraiment de la place. Tous les favoris qu'on avait cochés sur le début de la start list ont commis des erreurs. Donc celui qui va aller réussir à récupérer un 10 ou un 9 sur 10 pourrait vraiment faire la différence. Vous l'avez dit, Nordgren a réussi le 10, mais il n'est pas assez bien en ski aujourd'hui pour exister dans la course.
Johannes a énormément d'avance sur ce premier tir, déjà 16 secondes d'avance. Il va pouvoir la garder, cette avance. Johannes Bö, il n'a rien gâché sur ce premier tir. Alors on a perdu l'image, mais c'est Samuelsson qui va aller à la ligne d'arrivée. Et puis bien sûr, vous l'avez compris, Johannes Bö, lui, va ressortir largement en tête de ce premier tir. Il vient de ressortir avec 15,8 secondes d'avance sur Pontsilo Oma. Ça y est, on l'a retrouvé, Johannes Bö, et le voici, son intermédiaire, donc qui s'affiche en vert. C'est le plus rapide, c'est le meilleur sur ce début de course après ce premier tir. Mais il reste beaucoup de monde à passer avec ce dossard 56 de Sivert, Bacon, dont Siegfried Mazet nous parle assez régulièrement. Là aussi, on a un client à surveiller. Finalement, ceux qui arrivent en tant que remplaçants en équipe de Norvège, c'est déjà des athlètes qui sont capables de faire des top 10. Donc on aura un œil attentif sur la performance de Bacon. Andersen avait été performant, Leigh Ridley lui aussi. Finalement c'est Christiansen qui et Bjørn qui sont un peu en danger. Anciens cadres de cette équipe, c'est eux qui doivent jouer face à Bacon. Et c'est pas facile de résister. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on va les perdre pour de bon, les deux derniers cités. Bjørn Tøgaard est absent en raison officiellement, en tout cas, d'une blessure au dos. Bacon va donc vivre sa toute première course en carrière, première course de Coupe du Monde. Allez, on a vu l'arrivée sur cette ligne de Martin Pontsilo Oma qui nous offre sans surprise le temps de référence. Dąbrowski en direction de la ligne d'arrivée pour aller prendre la deuxième place provisoire. C'est fait derrière Pontsilo Oma, mais il va bouger ce classement. Car Pontsilo Oma, pour l'instant, est en tête, certes, mais avec un 8 sur 10, on se dit que... Alors, pour Dąbrowski, c'est la troisième place, pardon. Il y a Samuelsson qui est devant. Eric Lesser sur le pas de tir. On surveillera aussi la performance de Simon Schem qui arrivera tout à l'heure en fin de start. Ça peut être intéressant d'attendre jusqu'à la fin pour voir justement comment Simon Schem va se débrouiller. Et Rastor Guyev, lui, revient pour jouer le 10 sur 10. Il n'y aura pas de 10 sur 10 en tout cas pour Eric Lesser, pas non plus pour Andrei Rastor Guyev qui est en train de craquer sur ce tir debout. Et oui, on sera vigilant aux Allemands qui nous ont plutôt déçus tout à l'heure. Première Allemande, Franziska Preuss, a terminé 14e. Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir. Allez, Quentin, il y a de la place pour ressortir sur le podium provisoire. Ça risque d'être compliqué s'il y a deux fautes pour Quentin. Alors on ne sait pas, on n'a pas vu si ça basculait rouge ou pas. On nous annonce qu'une seule erreur. Bon écoutez, on vous donnera la sortie sur l'intermédiaire après la note pénalité. Pour l'instant, si on fait vraiment les comptes, c'est Antonin qui est 8e à la sortie de ce tir numéro 1. Emilien, lui, est 12e avec une faute. Et apparemment, d'après ce que nous dit Tanguy, il y aurait deux fautes. Deux fautes donc pour Quentin Fillon-Maillet dès ce premier tir, alors qu'on a vu Johannes Bö réaliser le sans faute. Il est donc toujours logiquement en tête après ce premier tir. Quentin Fillon-Maillet, après ses deux anneaux de pénalité, il ressort en 19e position. Et c'est Eliseev qui vient de ressortir en tête du deuxième tir devant Bocharnikov. Bocharnikov qui est en tête sur l'intermédiaire des 7,5 km mais qui est en train de perdre du temps sur Pontsilo Oma. Allez, peut-être que lui peut ressortir devant Eliseev. Johannes Dalle a un peu de marche, il réussit un 5 sur 5. Qu'au double, il s'offre donc ce 5 sur 5 et un peu de marge, alors que Fabien Claude est sur le pas de tir. On va surveiller la sortie de Johannes Dalle dans le même temps. Est-ce que Fabien Claude va réussir le 5 sur 5? Oui, c'est bien fait pour Fabien, le premier français pour l'instant à réussir ce 5 sur 5, puisqu'Antonin Guigona, lui, est déjà passé sur son tir debout, évidemment. C'est une belle performance là de la part de Fab qui va être tout de suite bien placé dans cette course. Il ressort deuxième à 15 secondes, troisième pardon, à 15 secondes de Johannes Bö après le premier tir. Je vous le rappelle, Johannes qui a vraiment fait la différence. On a Lucas Hofer qui pour l'instant est deuxième à la sortie de ce premier tir à 13 secondes et juste 2 secondes derrière. On a Fabien.
Et Johannes Dalle, bah, lui, au total, il est à 9 sur 10. Ça, c'est sûr, ça bougera plus. Donc, il y aura, quoi qu'il arrive, je pense, une bonne course pour le Norvégien qui pourrait, pourquoi pas, avec un 9 sur 10, croire au podium aujourd'hui. Et toujours uniquement 2 petits 10 sur 10 de la part de 2 biathlètes qui ne peuvent pas faire la différence sur les skis. Le favori comme Johannes Bö d'ailleurs qui fera un plein sera donc redoutable et pourra prétendre à la victoire. Peut-être en Pfeiffer à l'image. Ouais, le deuxième athlète à domicile comme Eric Lesser qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont d'Oberhof tous les deux en tout cas ici entraînent très souvent. Antonin en direction de la ligne d'arrivée. Allez, ce serait bien de réussir à rester au contact de Samuelsson, voilà, perdre le moins de temps possible pour pouvoir jouer sur la poursuite juste derrière les 2 Suédois. Ouais, évidemment, comme chez les filles, c'est l'essentiel. Après 2 erreurs pour Antonin Guigona, bien se placer pour la poursuite. On sera ensemble demain dès 11h45 pour vivre ces 2 poursuites, et féminines et masculines. On est en train de vivre une journée particulière pour les Suédois. Ils sont quasiment tous à 8 sur 10. Il me semble que tous les Suédois qui sont passés ont tous fait au moins 2 erreurs. Je vais aller vérifier ça, mais malheureusement pour eux, j'ai bien peur que ça se confirme. Bocharnikov a perdu du temps dans le dernier tour. Il n'a pas réussi à résister au retour de Ponsiluoma qui lui a fini très fort. Il va donc finir derrière le Suédois à 15 secondes du Suédois. Ces écarts qui sont importants donc pour la poursuite. Vous le savez, on prendra les écarts à l'issue du sprint pour établir l'ordre de départ de la poursuite. Sur la light grid. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour la light grid? Vous le voyez, il est arrivé avec 17 secondes de retard sur le pas de tir, mais c'est 17 secondes de retard par rapport à Johannes Bö qui a collé 15 secondes à tout le monde. Donc finalement, il est pas mal pour le podium. En plus, avec un 5 sur 5, il va rester au contact. Ouais, vraiment en tir couché. Il est intouchable. Il nous le prouve depuis le début de la saison. Et la trêve ne l'a pas déstabilisé sur ce point-là. Le sans faute donc pour sur la light grid qui va ressortir en 5e position à 20 secondes de Johannes Bö. Ouais, il est là et il sera là pour jouer quelque chose sur le tir debout. C'est vraiment le genre d'athlète qui est capable d'aller chercher un 10 sur 10. Et aujourd'hui, ils sont peu nombreux, ces 10 sur 10. Juste un mot sur Antonin Guigona qui est bien à ski aujourd'hui. Hein. Il est dans le même temps de ski quasiment que Samuelsson. Donc il pourrait y avoir des regrets, je pense, pour Antonin, qui est plus rapide que sur le mois de décembre, j'ai l'impression, mais qui malheureusement a moins bien tiré avec ce 8 sur 10. C'est le russe Eduard Latipov que l'on voit à l'image, mais il y a un autre russe qui vient de passer sur le pas de tir. Il s'agit d'Alexander Loginov et il a réussi le sans faute. Émilien Jacquelin de retour pour ce tir debout et pour aller chercher un 9 sur 10. Ah, elle est dehors une nouvelle fois cette balle pour Émilien Jacquelin. 8 sur 10 donc, tout comme Antonin Guigona. Ouais, c'est le tarif aujourd'hui pour pas mal de biathlètes qu'on surveille. Et ouais, dommage, cette dernière qui est peut-être partie un peu vite, mais il y avait encore une fois de l'engagement. C'est son style à Émilien. C'est plus ce qui s'est passé sur la première balle qu'on n'a pas bien vu tout à l'heure. On regardera peut-être ça en détail. Et là, on va se concentrer pour Johannes Bö qui lui joue clairement la victoire sur ce tir. Une erreur pour Johannes Bö. Alors on voit l'écart qu'il a, l'avance qu'il a, pardon. Il va donc amputer ce chronomètre d'une vingtaine de secondes. Ça pourrait quand même suffire pour un très gros résultat aujourd'hui. Oui, 25 secondes de perdu sur cette anneau de pénalité pour Johannes. Vous voyez, il avait 51 secondes d'avance quand il est rentré sur le pas de tir. Donc il va quand même ressortir avec pas mal d'avance sur tout le monde quand il aura fini son tour. Et oui, vous le dites Anne-Sophie, et vous avez raison de le dire, avec un 9 sur 10, je pense qu'il peut quand même gagner la course aujourd'hui, Johannes Bö. Mais ils sont encore nombreux à ne pas avoir pris de départ, nombreux à ne pas être passés sur les 2 tirs. Donc on va quand même attendre et de voir si quelqu'un devient dangereux pour Johannes. Quoi qu'il arrive, lui, il a fait le boulot pour le classement général de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il sera encore une fois placé. 29 secondes d'avance à la sortie de ce pas de tir. Et s'il maintient cette avance, il pourrait donc avoir beaucoup de marge aussi sur la poursuite dès demain.
Alors que son grand frère, avec qui il a passé l'essentiel de ses fêtes et de cette trêve de Noël, est en train d'arriver sur le pas de tir. Oui, c'est peut-être lui qui peut battre Johannes aujourd'hui. En tout cas, c'est le deuxième temps de ski du premier tour. Tariebeu a perdu 10 secondes sur son frère dans le premier tour. Attention, on a beaucoup parlé des frères Claude en début de course, mais il va aussi falloir se méfier des frères Beu aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, on va commencer à zioter et voir si on aperçoit Fabien qui revient pour son tir debout. Bénédicte Doll, lui, termine son tir debout. Alors, j'ai pas fait attention à son score sur le coucher. C'était sans faute. Un sans faute. Donc là aussi, il va y avoir une course intéressante, je pense, pour l'Allemand. Ouais, beaucoup de 8 sur 10 et du coup on a des athlètes qui se retrouvent avec des 9 tout de suite propulsés sur le podium. Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux qui vont vite qui va être capable d'aller faire la différence avec un 10 sur 10? De toute façon, c'est ce qu'il faudra aller chercher pour battre Johannes Beu sur cette course. Il faut être dans un grand jour à ski et puis il faut aussi aller chercher le 10 sur 10. Pourquoi pas Fabien, pourquoi pas Laegrid et pourquoi pas Tariebeu. En tout cas, ces trois athlètes qui sont capables et qui arriveront pour le jouer, ce 10 sur 10. Christian Go, le Canadien à l'image, avec son 9 sur 10. 9 sur 10, un bon score. Donc aujourd'hui, Christian Go qui pourrait, si ça restait ainsi, réaliser la meilleure performance de sa carrière. Il n'a jamais fait mieux que 8e. Mais vous l'aurez compris, ça va bouger et ça va bouger dès maintenant. Il va reculer puisque Matvei Eliseev en termine et il va bien se positionner très certainement sur le podium provisoire de cette course. Oui, puisqu'il a été plus rapide que Sebastian Samuelsson. Eric Lesser qui revient et j'en profite pour vous donner la sortie du pas de tir après le deuxième tir d'Emilien Jacquelin. Il est à 44 secondes, il est 6e. Il a, avec un 8 sur 10, il a un bon temps de ski, ça se voit qu'il est vite aujourd'hui et il pourrait pourquoi pas revenir dans le top 4 provisoire. On va surveiller ça avec attention. Johannes Dalle, lui en tout cas, prend la tête pour l'instant. Il risque de rester devant un bon moment jusqu'à ce que Johannes Beu arrive. Johannes Dalle sur la ligne d'arrivée. Est-ce que la réalisation va nous montrer Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir? Malheureusement, Quentin qui fait une nouvelle fois 2 erreurs. Et à ce propos d'ailleurs, Tanguy, vous avez une information sur le premier tir peut-être de Quentin Fillon-Maillet? Oui, Quentin, il a fait également 2 erreurs sur son tir couché. Seulement, il a tourné qu'une seule fois sur l'anneau de pénalité. Donc, il va y avoir, s'il n'y a pas, toujours pas, il va y avoir un astérix à côté de son nom et il risque sans doute de prendre une grosse pénalité. Merci Tanguy pour ces précisions. On y revient dans un instant. On suit le tir de Lucas Hofer qui est très dangereux, qui fait une erreur, mais qui pourrait rivaliser avec les meilleurs. Ouais, il y aura un anneau de pénalité pour Lucas Hofer. Ouais, il joue le podium, Lucas Hofer, et il jouait surtout la 2e place quand il est rentré sur ce pas de tir avec un 10 sur 10. Il aurait pu être redoutable, mais il va rester dangereux quand même malgré tout l'Italien. Effectivement, c'est très intéressant ce que nous dit Tanguy. On suivra ça avec attention. Allez, Fabien. Là, il y a un gros coup à faire pour lui. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien 9 sur 10 aujourd'hui pour Fabien Claude. Ah, il y a une faute. J'ai envie de dire c'est pas grave, ça reste encore un très bon score, 9 sur 10. Il faut se battre sur la piste et il va y avoir un dernier tour de guerrier à aller chercher. Il va ressortir, je pense, au contact de Lucas Hofer. Pour l'instant, Lucas Hofer, il est ressorti 2e à 27 secondes de Johannes Beu. Fabien devrait être juste derrière et ça peut vraiment jouer pour le top 5 avec ce 9 sur 10 pour Fab. Il va falloir être ultra solide tout au long de ce dernier tour. Allez, on attend qu'il termine son anneau de pénalité de 150 mètres pour vraiment avoir le temps exact. Regardez, Lucas Hofer, il était ressorti à 27 secondes. 29 secondes, c'est le temps de Johannes Dalle. Il va donc ressortir 4e. Fabien Claude, le français le mieux placé, alors que Simon Détieux, lui, va tirer pour la première fois dans cette course. Et on vous le répète, pendant le tir de Lucas Hofer, Tanguy Queiroz nous donnait cette information. Quentin Fillon-Maillet n'a pas réalisé ces 2 anneaux de pénalité. Il devrait donc être sanctionné à l'issue de la course. Allez, le plein pour Simon Détieux. Là aussi, c'est bien. Ils sont là, nos Français. On est dans une course de très haut niveau, donc même avec des 5 sur 5, on ressort pas forcément en tête. En tout cas, on le voit, les Français sont au contact. Et puis, il faut lutter surtout face à... Alors, oula, est-ce qu'il ne resterait pas une balle à tirer pour
pour Pfeiffer. Si c'est le cas, il aura 2 minutes de pénalité. L'Allemand, en tout cas, la simulation, elle nous indiquait qu'il avait oublié de tirer une balle. On essaiera de vérifier si Tanguy Kerouas a des informations à ce niveau-là aussi. Il y a un astérisque qui apparaît. Ce sera la même chose pour Quentin. Quand on est dans des conditions difficiles, finalement, ce genre de choses, ça arrive régulièrement. Les athlètes sont déjà tellement dans le dur qu'ils peuvent avoir des petits manques de lucidité à un moment donné. Et on suit le dernier tour de Johannes Bö qui est en train de faire un dernier tour de folie. Il écrase tout le monde et c'est ce que je redoutais dans l'avant-course. J'ai l'impression qu'il a très bien récupéré et très bien travaillé sur cette période de Noël. Mais tiens, là, Ygritte pourrait, pourquoi pas, rester au contact et ressortir deuxième de ce pas de tir. Et la révélation de 2020 se confirme en 2021, 10 sur 10 pour Sturla Leigrid. Son niveau de tir est incroyable. Sa carabine debout ne bouge absolument pas. On a l'impression qu'elle est dans un étau, qu'elle est tenue par une machine. 10 sur 10, une nouvelle fois pour Leigrid. Il sera dangereux pour la poursuite. Par contre, il risque d'être un peu juste aujourd'hui face à Johannes Bö dans le dernier tour, car il ressort deuxième. À seulement 1 seconde, certes, mais il a quand même un tour de pénalité de moins que son compatriote. Les Russes qui montrent de meilleures choses. Eduard Latipov s'installe sur le podium provisoire de cette course. 3e place donc pour Latipov quand Matvei Eliseev est toujours 5e. Allez, Émilien Jacquelin qui lui en termine. Et ce sera trop juste pour une place sur ce podium provisoire. Mais toujours cette volonté de tout donner pour la poursuite jusqu'au jeté de ski pour Émilien Jacquelin. 5e provisoire à quelques dixièmes à peine de Sergei Bocharnikov, 4e. Et Loginov qui vient rater cette dernière balle. Malheureusement pour lui, il y aura un tour de pénalité. Johannes Bö en direction de la ligne d'arrivée, il va passer en tête avec beaucoup d'avance sur tout le monde. Et bravo à Émilien qui a fait un super dernier tour. Elle pourrait être enfin là, cette 50e victoire en carrière, 2e victoire de la saison pour Johannes Bö. Il a de l'avance, il s'est donné les moyens d'y parvenir, de la décrocher. 35 secondes d'avance sur son compatriote Johannes Dahle. Attention, car là on a 3 Norvégiens pour l'instant qui peuvent potentiellement se retrouver en tête. Alors Lucas Hofer, lui joue le podium, il joue face à Johannes Dahle et face à Fabien Claude. Ils sont tous les 3 extrêmement serrés pour jouer la 3e place. Leigrid a un peu d'avance pour l'instant. Et donc il pourrait s'assurer cette 2e place. Ce sera trop juste, vous le voyez, il est déjà en train de perdre du temps sur Johannes Bö. Mais on s'en rend compte, grâce à son excellent niveau de tir et à sa belle régularité à ce niveau-là. Leigrid, c'est lui finalement qui est en train de devenir l'adversaire le plus dangereux pour Johannes Bö. Alors il va falloir tenir quand même dans le dernier tour, c'est encore long. Et il devrait donc consolider ce dossard bleu, dossard distinctif. C'est lui le meilleur jeune sur la Leigrid et c'est lui le dauphin de Johannes Bö. Alors on le disait avant la course, 55 points d'avance seulement pour Johannes Bö sur la Leigrid. Il en aura davantage s'il marque les 60 points promis au vainqueur. Mais le jeune Norvégien ne devrait pas être loin s'il parvient à faire une très belle performance aujourd'hui. C'est bien parti en tout cas avec ce 10 sur 10. Il est ressorti toujours en 2e position. Ouais, il a en gros une vingtaine de secondes d'avance sur Johannes Dahle qui sur les intermédiaires de 7,5 km est 3e. Lucas Hofer a perdu un tout petit peu de temps. Il a perdu 3 secondes entre la sortie du pas de tir et l'intermédiaire, le premier intermédiaire du dernier tour. Il reste encore un Norvégien. Tarjei Bø, ils sont en train de faire un énorme coup là, les Norvégiens. On va dire que ça change pas beaucoup d'habitude. Et peut-être que lui, il est capable de ressortir devant son frère, mais il faudrait aller chercher le 10 sur 10. Énorme, il y parvient, Tarjei Bø, le 10 sur 10 donc, contrairement à son frère Johannes qui n'a pas fait mieux qu'un 9 sur 10. Ouais, et on l'a pas eu, on n'a pas son temps, donc on sait pas exactement à combien il va ressortir, mais je vous garantis que ça va être extrêmement serré avec son frère. Il peut, je pense, être devant. Il vient de ressortir, Tarjei. Alors pourquoi? Ah non, c'était pas lui, c'était la même combinaison, mais il est devant. Avec 3 secondes d'avance sur son frère justement. Ah, ça va être chaud quand même pour lui de tenir. Parce que Johannes a vraiment écrasé tout le monde dans le dernier tour. En gros, il met 10 secondes à peu près à tout le monde sur chaque tour. Donc si on prend la même statistique pour le dernier tour,
Voilà, il a mis... Johannes a mis 10 secondes,2 à Tarier dans le premier tour. Ensuite, Johannes a mis 11 secondes,2 à son frère dans le deuxième tour. Donc si c'est la même chose dans le dernier tour, il aura environ une dizaine de secondes d'avance sur la ligne d'arrivée, Johannes. Mais pour l'instant, on est en train de se diriger vers un quadruplé norvégien. On parlait de l'absence du chef des farteurs pour la Norvège dû au Covid. Et ben, ils ont réussi à faire ça apparemment. Alors qu'on attend du côté de l'équipe de France l'arrivée de Fabien Claude désormais, alors que Quentin Fillon-Maillet semble avoir, oui, rétrogradé au classement et que Emilien Claude a pris le départ. Je suis en train de regarder les intermédiaires. Attention à Lucas Hofer qui avait calé au début du dernier tour mais qui est en train de réaccélérer. Il est en train de finir fort. Il vient de repasser devant Johannes Dalle. Finalement, ça va peut-être pas être un quadruplé norvégien. Peut-être que Lucas Hofer va venir... se mêler à la lutte. Il est là justement, regardez, avec le dossard 45, l'italien, combinaison bleue, juste derrière lui, Quentin Fillon-Maillet. Allez, ça va se jouer à rien du tout pour terminer devant Johannes Dalle, ce sera suffisant. Ouais, c'est l'italien qui va nous intéresser pour l'instant. Oui, il s'intercale donc entre Johannes Bö et Johannes Dalle. Bö, Hofer, Dalle, c'est le podium provisoire. Et vous l'aurez compris en voyant l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. Il y aura eu une pénalité, une sanction pour Quentin. On vous l'a dit, hein, c'est Tanguy Kérois qui nous l'a dit au bord de la piste. Il n'a pas fait 2 anneaux de pénalité, alors qu'il a bien fait 2 erreurs derrière la carabine. En tout cas, c'est les informations que nous a fait remonter Tanguy. Quentin Fillon-Maillet qui rétrograde donc et qui est 44e sur cette ligne d'arrivée. Arrivée que va franchir dans quelques instants Fabien Claude avec un très beau 9 sur 10. Ouais, il va être placé dans le top 5, peut-être bien dans le top 4, ça va être juste, hein, vous voyez Ponsiluoma, il aurait fallu terminer avant 52 secondes, finalement ce sera 56 secondes de retard sur Johannes Bö et donc la 5e place provisoire. Et le speaker qui nous fait le plaisir de le dire en français pour que Fabien l'entende. Il est bien 5e, donc aujourd'hui 5e provisoire. Ils sont 46 à avoir franchi la ligne d'arrivée. Ils sont encore nombreux, hein, vous le savez, plus d'une centaine sur cette liste de départ, 107 biathlètes. Alors, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé pour Quentin. J'espère qu'on aura plus d'informations tout à l'heure. Parce que la simulation, alors oui, Quentin n'a fait qu'un tour, mais la simulation a indiqué également qu'il avait fait qu'une seule faute. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé. On aura peut-être plus d'éléments tout à l'heure, ou si Tanguy peut bien me confirmer que ces 2 balles étaient vraiment dehors toutes les 2. Car c'est bizarre, nous aussi, ce qu'on a eu. Il y a peut-être quelque chose à démêler. En tout cas, il peut y avoir des regrets pour Quentin, car c'est lui qui a le meilleur temps de ski chez les Français. Il a le 5e temps de ski aujourd'hui à 52 secondes. Quentin Fillon-Maillet, dont vous pouvez voir les premiers instants après la course sous l'œil de Tanguy Kérois et de Pierre Esquer sur leurs images. Ils sont au bord de cette piste à Oberhof et à coup sûr Quentin va venir s'exprimer. La Hygrid est en train de terminer pour aller chercher normalement la 2e place. Simon Détieux, allez, pourquoi pas aller chercher un 10 sur 10, ça ferait une très très belle course si c'était le cas. Et 9 sur 10 donc aujourd'hui pour Simon Détieux, mais au même titre que Fabien Claude. On va s'en réjouir aussi pour les Français. Ce sont de beaux scores pour la journée derrière la carabine. Ouh, la Hygrid a perdu du temps là sur la fin du parcours. Attention à lui. Il va falloir qu'il s'arrache. Non, il devrait rester devant Lucas Hofer, je pense, avec au moins 10 secondes d'avance sur l'Italien. Ce sera ça. 21 secondes,6 de retard sur Johannes Bö, qui colle pour l'instant 30 secondes à tout le monde en temps de ski. Johannes rapide sur les skis et de retour pour la nouvelle année. Pfeiffer, là aussi on surveillera. Est-ce qu'il a oublié de tirer une balle ou pas? C'était un peu bizarre ce qui s'est passé. En tout cas, quoi qu'il arrive, il ne jouera pas devant. 32e sur la ligne d'arrivée. Et maintenant, on va guetter le dernier tour de Tarier Bö, qui était, on vous le rappelle, ressorti en tête à l'issue du 2e tir, mais qui n'a à l'intermédiaire 7,5 km que 2 secondes d'avance sur Johannes. Alors qu'il en avait un petit peu plus de 3 à la sortie du 2e tir.
On va regarder scrupuleusement le passage à chaque intermédiaire de Tariebeu et cette arrivée ici dans cette aire d'arrivée donc où se trouve Sturla Leigrid qui va très certainement signer un nouveau podium. Et le voici Tariebeu. Ouais, à l'intermédiaire 9 km, il est toujours à 4 secondes. C'est lui pour l'instant qui devrait prendre la deuxième place et j'ai bien peur de vous annoncer un triplé norvégien. Le quadruplé ce sera pas possible car Lucas Hofer s'est mis devant Johannes Dahle, mais par contre pour le triplé pour l'instant on voit pas grand monde arriver derrière. Ce serait bien qu'Emilien Claude nous fasse mentir, mais on va pas lui mettre de pression inutile sur les épaules. Il reste encore des athlètes à surveiller derrière. Je vous disais, Simon Schempp, ça va être intéressant de regarder. Christiansen avec le dossard 81. Et Emilien Claude va commencer à se pencher sur sa performance. Alexander Loginov à l'image avec son dossard 52 qui passe la ligne en 15e position. Allez, est-ce qu'on n'espérait pas un petit peu d'adversité de la part des Russes pour mettre un peu leur grain de sel dans ce match franco-norvégien, franco-suédois, norvégien même depuis le début de cette saison. Le premier russe c'est toujours la tip-off, il est 7e derrière Fabien Claude. Eliseev 12e et Alexander Loginov 15e, donc il y a du mieux du côté de cette équipe russe. Simon Schempp est actuellement sur le pas de tir. Simon Schempp, on vous le dit, qui fait son grand retour. Il n'était pas absent en raison de blessures, mais bien en raison de ses résultats. C'est d'autres Allemands qui lui étaient passés devant, mais Johannes Kuhn n'étant pas là sur cette étape d'Oberhof. Simon Schempp a donc gagné sa place en sélection allemande. Et sur son premier tir, il réalise un sans faute. J'étais en train de chercher pendant j'étais en train de parler à Anne-Sophie, la performance de Christiansen sur le premier tir. Il a fait 3 erreurs, Christiansen. Donc voilà, lui pour la Norvège c'est terminé, il ne jouera pas devant. Alors qu'on regarde le finish de Tarjei face à son frère, je pense que ce sera un peu limite. Par contre, normalement, pour la deuxième place face à Leigrid, ça devrait le faire. Les deux frères Beu, 1 et 2, peut-être aujourd'hui. Elle est longue, elle est très très longue cette arrivée, ce finish. Alors il ne faut pas se tromper là, lui qui depuis toujours a l'habitude d'aller à gauche. La ligne d'arrivée a changé de côté, elle est bien à droite, c'est tout bon pour Tarjei. Alors on n'a pas ses chronos à chaque fois. Ouais, on attend de le voir, Tariebeu pour un nouveau podium. Vous le savez, ils ont l'habitude de le dire, il sera 2e, mais bien devant Sturla Leigrid, nouveau podium donc, mais surtout nouveau triplé norvégien. Il est provisoire pour l'instant, mais il sent bon. Tariebeu est 10 secondes derrière son frère Johannes. Eh ben, je vous l'avais dit dans l'avant-course, les deux frères se sont isolés, tous les deux avec leur compagne dans un petit chalet en Norvège à Sushen pour pouvoir s'entraîner correctement juste au-dessus de Lillehammer. Je pense qu'ils ont été en mode tranquille, repos, entraînement et hygiène de vie irréprochable. Et bien là ça paye aujourd'hui, alors qu'on voit l'arrivée de Bacon. Je pense que la réalisation s'est trompée de numéro. Non, voilà, ça c'est bon, là c'est Tarjei. Tariebeu au bout de l'effort pour s'offrir un nouveau podium. Et Bacon, lui, a terminé 20e avec le dossard 56. En plus, les dossards se ressemblent entre celui de Tarjei et de Bacon. Et Emilien Claude pour son premier tir en Coupe du Monde. Début réussi, il pourra s'en vanter. Emilien Claude, première participation en Coupe du Monde, premier tir, premier sans faute. Et il est dans le coup, il est dans le coup Emilien, regardez, il va ressortir très bien placé. Il est rentré avec seulement 23 secondes de retard. C'est sûr, Johannes qui a mis 15 secondes à tout le monde, je le rappelle. Donc regardez, il ressort dans le top 15. Il va jouer quelque chose sur son tir debout. Pour l'instant, c'est très très bon ce que nous fait Emilien. On va regarder son tir. Une balle qui était en bas, une balle qui était en haut, une balle qui est en bas à nouveau. Celle-là, je ne l'ai pas vue, désolé. Et celle-ci était au centre, à peine en haut à droite. Mais ouais, on va avoir de belles émotions sur le tir d'Emilien qui pourra jouer, aller le top 10, je pense, sur son tir debout. Un tir qu'a dû scruter comme vous son grand frère Fabien Claude avec Tanguy et Pierre. Oui, il va nous animer la fin de course, le petit frère Fabien. Ouais, c'était prévu. Non, mais bien sûr, j'ai envie qu'il fasse un bon truc, c'est bien.
Il se lance bien avec un beau 5 couchés en général. Depuis le début de la saison, c'est plutôt le coucher pour lui qui pêchait. Donc bah voilà, on espère de belles choses sur son debout, quoi. Pour vous, c'est pour l'instant vous, en tout cas le meilleur français à l'arrivée. Comment s'est passée la course? C'était dur, très dur. Franchement, je suis arrivé à l'arrivée, j'ai dit mais là, ça fait longtemps que j'ai pas autant souffert. J'étais sur un bon rythme, mais jamais réussi à vraiment accélérer. Et vraiment usant comme course. Je savais dès le départ que ça allait être une course de guerrier. On a vu chez les filles, ça fait de gros écarts, donc là c'était pareil. Je suis quand même content, je pense que j'ai fait une belle course. Pour une reprise, d'habitude je me rate un peu, donc voilà, je suis content. Bien sûr que ça c'est pas un gros résultat, mais c'est déjà bien. Et on voit que les Norvégiens sont repartis comme en décembre. Ouais, j'ai vite fait entendu les coachs qui disaient qu'ils refaisaient tripler pour l'instant, donc c'est impressionnant. Après, voilà, quand on voit les noms devant, Beu et Lagrette qui est toujours là, donc c'est pas illogique de les retrouver à ce niveau, hein, mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir jouer à chaque fois tout devant avec eux, quoi. Pour ça, il faudra réussir à faire des 10 sur 10 pour l'instant. C'est compliqué pour l'équipe de France de ce côté-là. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai fait 4 x 9 depuis le début. Donc c'est encore une fois, je suis content hein, si je tire à 9 tous les sprints, mais de temps en temps, on aimerait bien faire un petit 10 quand même pour vraiment aller chercher quelque chose de très grand, et ça va venir. Merci Fabien. Et pourquoi pas bientôt des Claudium, je ne sais pas s'il faudra l'appeler comme ça, quand Emilien et Fabien partageront un podium, comme ça va être le cas dans quelques instants, peut-être, certainement, puisque regardez ce classement, Johannes Beu et Tarjei Bø sont pour l'instant aux 2 premières places, et il y a beaucoup de drapeaux norvégiens sur ces premières places. Laigrid 3e, Johannes Dahle 5e. Encore une sacrée perf de cette équipe norvégienne. Johannes Dahle, ouais, 5e. Lucas Hofer là au milieu, mais sinon c'est quand même du très très haut niveau. 2 Norvégiens à 10 sur 10, Tarjei et Laigrid. Laigrid toujours dans le coup sur les skis. Tarjei un petit peu plus rapide que sur le mois de décembre. Et on a une belle course. Hein. Allez, est-ce que Simon va passer devant Fabien? Oui, c'est lui finalement qui prend la 7e place provisoire. Fabien se retrouve désormais 2e français, 8e. Ils sont là hein, quand même tous les deux. Belle course hein, avec un 9 sur 10. Il faut quand même les applaudir. Accepter que les Norvégiens soient devant, mais aussi reconnaître la belle course de Simon et de Fabien. Emilien lui aussi n'est pas loin, toujours 12e. Simon Détieux qui signe la meilleure performance de sa saison. Il n'avait pas fait mieux pour l'instant que 11e, c'était sur la poursuite à Orfilsen. Il pointe désormais donc à cette 7e place provisoire. Simon Détieux qui l'aime quand même, ce site d'Oberhof. Il avait signé, souvenez-vous, un podium la saison dernière. Je vous en ai peut-être dit un peu trop parce qu'on la revivra cette course juste avant l'équipe d'Estelle, la mass start de la saison dernière. Et il n'y avait pas que Simon Détieux sur le podium. Je vous invite donc à la regarder. C'est votre nouveau rendez-vous, hein, vous le savez, l'équipe Vintage juste après cette course donc et son débrief. Et on suit Benjamin Weger à l'image, car Benjamin Weger il est à 10 sur 10 et il est en train de jouer justement la 6e ou la 7e place face à Fabien, face à Simon. Et nous, il nous reste encore un Français sur la piste, hein. Emilien Claude est actuellement dans son deuxième tour, pardon. Il lui restera donc le 2e tir, le tir debout. Il a réussi un 5 sur 5 en couché, il est dans le coup sur les skis. Qui va jouer quelque chose sur son debout pour une première Coupe du Monde. Ça pourrait faire un gros résultat d'entrée. L'Italien Thomas Bormolini à l'image, alors que pour l'instant c'est Lucas Hofer qui a porté haut les couleurs de l'Italie. Il termine dans ce top 25. Seuls les 60 premiers de cette poursuite seront qualifiés, de ce sprint pardon, seront qualifiés pour la poursuite de demain. Je vous rappelle le rendez-vous, 11h45 pour les 2 poursuites à laquelle ne devrait donc pas participer Quentin Fillon-Maillet, puisque pour l'instant sur cette ligne d'arrivée il pointe en 62e position. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez qu'il y a eu un problème pour Quentin sur le pas de tir, un problème de simulation, un problème de cible, un problème parce qu'il n'a pas fait assez de tours de pénalité. Vous le voyez sur les images de Pierre Esquer et Tanguy Queiroz. Il va très certainement venir s'expliquer dans quelques instants. Alors Benjamin Weger, lui, est en train d'arriver à cet intermédiaire des 9 km. Je crois qu'il n'a pas encore passé, il me semble. Et il va y arriver dans quelques instants.
Ouais, ça va être compliqué désormais pour le classement général de la Coupe du Monde quand même pour Quentin, même si on enlève 4 courses, même si il y a eu de belles choses. Là, s'il ne marque pas de points aujourd'hui, qu'il ne participe pas à la poursuite et puis que derrière, forcément, il ne fait pas la poursuite, donc il ne remarque pas de points à nouveau, ça va quand même commencer à faire de belles choses, surtout que Johannes, lui, a gagné la course aujourd'hui. Enfin, a priori, il semblerait être en phase de la gagner. On aimerait bien sûr qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un miracle en fin de course. Si le miracle arrive, ce sera un miracle français, je pense, avec Emilien, car c'est lui, de tous ceux qui restent, qui est pour l'instant le mieux placé dans cette course. Et je vais essayer, tiens, je ne sais pas si Anne-Sophie vous en avez parlé, si vous l'avez retrouvé, je vais essayer de retrouver Simon Schempp. Eh bien, pendant que vous le cherchez, Alexis, je vous propose de partir tout de suite en zone mixte où nous attend Quentin. Ouais, Quentin, expliquez-nous le tir couché. Il y a 2 balles ratées et vous tournez qu'une fois sur l'anneau. Vous la voyez pas dehors, la balle? Ouais, je vais pas revenir trop sur la course parce que là j'ai rien à dire. Je suis vraiment frustré. Non, je vois pas sa dernière balle. Pour moi, je fais qu'une faute au premier tir, donc je comprends pas trop. Et puis bon, voilà. Moi, je vais juste, aujourd'hui c'est les 30 ans de ma copine, donc j'aurais voulu faire une meilleure course, donc je lui souhaite un bon anniversaire et puis désolé. Merci Quentin, c'est évidemment difficile. Quentin qui à Orpheus avait déjà eu un problème quasiment similaire avec une cible qui n'était pas remontée. Là effectivement nous on était sur le pas de tir, la cible elle est restée noire et Quentin lui il l'a vu blanche, donc il a fait qu'un tour de pénalité. Oui, L'émotion de Quentin Fillon-Maillet. Oui, on peut peut-être revenir sur nous, ce qu'on a vu sur nos tablettes, Alexis. Ouais, nous aussi il y a eu un problème de simulation, donc c'était étrange ce qui s'est passé sur cette balle. Bon, voilà, moment difficile pour Quentin, quelqu'un d'entier, quelqu'un d'honnête qui forcément a du mal à cacher ses émotions. En tout cas, Quentin, on pense bien à toi, on espère que ça ira mieux et on va prendre ce qui est bon à tirer pour lui aujourd'hui. Il a quand même un très bon temps de ski, Quentin, il est dans le coup, donc la forme est là et il y aura des résultats à suivre sur les courses qui suivront. Pendant ce temps-là, on a retrouvé Simon Schempp. Il était justement sur le pas de tir, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le trouver sur les tablettes. Il y aura un 9 sur 10, il me semble, pour lui. Et ça va être, du coup, la 46e position qu'il est en train de jouer, Simon Schempp. Et maintenant, je guette l'arrivée d'Emilien sur le pas de tir. Emilien Claude, dernier des 6 Français engagés. Le premier d'entre eux pour l'instant, il s'agit de Simon Détieux qui a terminé 7e. Fabien Claude est juste derrière en 8e position. Emilien Jacquelin 12e, Antonin Guigona 20e. Vous le savez, ces places pour l'instant toutes provisoires. Et le voici, Emilien Claude de retour sur le pas de tir. Bravo. Énorme, c'est fantastique, exceptionnel. Emilien Claude, première course en Coupe du Monde et premier 10 sur 10. Allez, on va suivre sa sortie du pas de tir avec attention. Mais quel coup fabuleux il nous fait, Emilien. Voilà, on le savait, il y a du potentiel chez lui. Il y a énormément de talent chez la famille Claude. Et Emilien, dans l'ombre de ses frères, s'est construit. C'est lui le plus jeune et il vient de ressortir 15e du pas de tir à 50 secondes. Allez, il y a un top 15 à aller chercher pour la première Coupe du Monde de sa vie. C'est beau et on espère qu'il va réussir à limiter la casse dans ce dernier tour qui est difficile et avec forcément une piste qui doit se dégrader un peu, mais c'est le jeu. Quand on arrive sur la Coupe du Monde, on a un gros dossard, il faut faire avec. Emilien, quoi qu'il arrive, pourra être fier de sa performance aujourd'hui. Performance exceptionnelle pour un jour très symbolique, un jour important pour les frères Claude, pour tous les trois. Ils en ont beaucoup parlé, ils l'ont dit, c'était un objectif, un rêve. Et bien, pour la toute première fois qu'ils sont alignés tous les trois sur une course de Coupe du Monde. Florent Claude qui défend les couleurs de la Belgique, Fabien Claude et Emilien Claude pour la France. Emilien Claude a réussi une incroyable performance, 15e donc à la sortie de ce deuxième tir. Et puis surtout ce 10 sur 10, on va les compter, les 10 sur 10, ils ont été très peu nombreux aujourd'hui. Et Florent, justement, on en parle. Donc Florent pour la Belgique a
terminé à la 40e position avec un 9 sur 10. Il en manquait en ski apparemment pour Florent. Fabien lui est toujours 8e, juste derrière Simon Destieux qui est toujours 7e. Émilien Jacquelin 14e, Antonin Guigona 22e. Je le disais, un des temps de ski qui sont trustés, en tout cas les meilleurs temps de ski c'est vraiment pour les Norvégiens et Ponce Luoma. Mais derrière on a quand même une équipe de France avec 5 athlètes qui sont présents, qui sont là et qui sont rapides. Donc pas besoin d'aller chercher bien loin, il faut mettre les balles. Et ce dernier tour il va être dur pour Émilien Claude, il a fait le 10 sur 10. Il joue désormais la 20e place. Et c'est sûr que sur une piste aussi difficile, aussi exigeante, ça va être compliqué de tenir pour lui. Et il risque de perdre quelques secondes, mais ce serait beau qu'il reste dans le top 30. Et ce serait l'assurance en plus de disputer la poursuite. Donc demain, puisque les 60 premiers de la poursuite du sprint ont le droit de disputer la poursuite, on sera ensemble demain. Je vous l'ai beaucoup dit, à partir de 11h45 pour un samedi exceptionnel sur la chaîne L'équipe, du biathlon mais aussi du basket féminin entre Basketland et Bourges et du handball masculin entre la France et la Serbie, un match qualificatif pour l'Euro 2022. On va donc vivre un très beau samedi de sport sur la chaîne L'équipe, tous ensemble avec ces deux poursuites pour commencer. Poursuite à laquelle donc va participer Émilien Claude. Ouais, on espère, hein, c'est difficile de tenir les skis. Vous avez vu son ski qui part parfois en travers. On est sur de la neige un peu lustrée et avec le peu de quart qu'on a sur des skis de fond, parfois on a tendance à perdre des appuis. Il a fait le plus dur, il a passé la grosse montée. On a vu que c'était compliqué pour lui sur le sommet de cette bosse. Il a perdu du temps là sur le début du tour, mais désormais c'est une partie qui devrait mieux correspondre à ses capacités physiques. Allez, s'arracher pour rester dans le top 30, ce sera un super résultat de sa part. Continuer à se battre pour en plus se faire plaisir sur la poursuite, ce sera complètement différent avec 4 tirs. Et puis défendre aussi Alexis sa place dans cette équipe de France. On le dit, hein, ce 6e quota, il a beaucoup tourné. On a vu depuis le début de la saison Martin Pereira-Bottonnet, ensuite Oscar Lombardo. L'objectif de tout l'encadrement, c'est de laisser l'opportunité aux athlètes de découvrir la Coupe du Monde. Mais enfin, si Émilien Claude perf, il a tous les droits pour rester sur le circuit A, non? Ah bah oui, s'il fait une perf derrière, effectivement, il faudra que les autres fassent perf excellente sur l'IBU Cup pour pouvoir lui reprendre la place. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a fait le job. C'est vrai que quand on arrive sur la Coupe du Monde, le niveau à ski est très élevé, donc ça fait quand même une belle différence par rapport au standard dont on a l'habitude quand on est en junior, quand on est sur l'IBU Cup. Mais par contre sur le pas de tir, c'est la même chose qu'on doit faire, et Émilien aujourd'hui a réussi à aller chercher un 10 sur 10, donc c'est là où on peut le féliciter. Je trouve qu'il a fait peut-être ce que n'ont pas réussi à faire les deux autres avant lui, vraiment prendre sa chance et aller chercher un score parfait. Alors je le dis comme ça, hein, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Les Martin et Oscar eux aussi ont montré de très belles choses, ils ont appris en venant ici, mais voilà, Émilien, grâce à ce beau 10 sur 10 avec la manière, va se faire encore plus plaisir, va pouvoir jouer encore plus de choses et découvrir encore plus cette Coupe du Monde. Donc bravo à lui, et puis maintenant on espère qu'il va tenir dans ce dernier tour, même si ça semble compliqué. On attend qu'il passe désormais à l'intermédiaire des 9 km. Et je tiens vraiment à le féliciter sur son tir debout. Je trouve qu'il était plein de volonté, plein d'engagement, avec une belle attaque. Mais en même temps une belle concentration, donc c'était beau à voir. Et c'est le seul 10 sur 10 aujourd'hui français, et chez les garçons et chez les filles. Émilien Claude, le petit nouveau, le petit dernier, va nous offrir une belle performance, et surtout il nous fait vibrer dans cette fin de course. Avec son dossard 94, 107 biathlètes au départ. Bon, il y a quand même des choses qui nous donnent le sourire, hein, notamment cette belle performance d'Émilien Claude. En tout cas, on attend de le voir passer à l'intermédiaire des 9 km. On ne va pas trop s'emballer, on peut perdre quand même beaucoup de place et beaucoup de temps dans un dernier tour si on est parti trop vite. C'est extrêmement difficile là, cette piste, même quand vous allez skier pour le plaisir sur une piste comme ça, au bout de 3-4 tours, vous arrivez quasiment plus à avancer tellement elle est intense en termes de dénivelé. On va bien attendre qu'il termine avant de trop annoncer des choses sur Émilien. Mais sinon on peut aussi avoir le sourire quand même avec la performance de Simon Destieux. Je trouve qu'il revient à son niveau. Voilà, 7e aujourd'hui avec un 9 sur 10. C'est quelque chose qui correspond beaucoup plus à ses standards. Il est là, l'intermédiaire des 9 km pour Émilien. Et on voit qu'il est désormais en train de jouer à peu près la 30e place.
Les encouragements de tout un staff pour Émilien Claude. Allez, les dernières forces à mettre dans ce dernier kilomètre. C'est extrêmement dur, mais c'est vrai que c'est quasiment impossible à expliquer à quel point cette piste est difficile. Et pouvoir tenir jusqu'au bout des 10 km, c'est des années d'expérience, c'est des années d'entraînement aussi. Et là, on le voit, hein, Émilien, malgré tout le talent qu'il a, il est encore un peu juste pour pouvoir tenir dans ces derniers kilomètres. Mais allez, il y aurait une belle performance dont il pourrait être fier à la fin. Il y aura une belle poursuite demain pour lui. S'arracher dans ces 500 derniers mètres. Simon Schempp qui revenait en Coupe du Monde signe une 55e place qui est provisoire. Alors on va être vigilant, hein. Seuls les 60 premiers vont être qualifiés pour la poursuite. Est-ce que ça va tenir pour Simon Schempp, puisque eh bien, par exemple Émilien Claude devrait lui passer devant. Ouais, Simon Schempp qui malheureusement n'est plus à son niveau. À l'époque où il jouait, vous vous rappelez ce finish incroyable pour la médaille olympique face à Martin Fourcade. Ils ont terminé au sprint tous les deux. Malheureusement là c'est plus le même niveau, hein, pour Simon. Aujourd'hui 69e temps de ski à 2 minutes 30. Donc voilà, vous comprenez, hein, il a tiré à 9 sur 10. De ce côté là c'était pas mal. Par contre sur les skis il a du mal. Ah là on a une petit problème technique pour le Suisse qui s'est arrêté pour vomir, hein, tout simplement sur cette piste, tellement l'effort était violent. Et là encore une fois ça nous montre à quel point l'effort est violent sur cette piste d'Oberhof, remaniée, encore plus difficile qu'avant, avec en plus une neige qui n'avance pas, qui brasse. Voilà, tout est réuni pour que les organismes soient poussés à l'extrême, alors que pourtant c'est la première course après le repos qu'il y a eu pendant 2 semaines. L'Italien à l'image porte le dossard 92. On attend donc le dossard 94 d'Émilien Claude. Alors que la réalisation s'attarde sur le Suisse en difficulté. Il est là, Émilien Claude. Alors, quelle position pour sa toute première course en Coupe du Monde. Son premier départ avec ses 2 frères, avec Florent et Fabien. Allez, ça va être aux alentours de la 35e place, je pense, sur la ligne d'arrivée. Jeter les dernières forces. Et ce sera une 32e place des premiers points, donc également marqué sur ce circuit de la Coupe du Monde, puisque ce sont les 40 premiers qui marquent des points pour un tout premier départ avec ce 10 sur 10. C'est franchement une très belle course pour Émilien. Et avant de retrouver Émilien Claude en zone mixte, il va avoir des choses à dire, on l'espère, à Tanguy Kéroas et Pierre Esquer. Je vous propose de retrouver pour l'instant sur la lay grid, toujours 3e sur ce podium, et ça devrait tenir, hein. Il est au micro de Tanguy et Pierre. Stola, race after race, you confirm that you're one of the big names of this Course World après Cup. course, vous prouvez que vous êtes un grand nom de cette Coupe du Monde. I was Ouais, a c'est bit nervous incroyable. after the Christmas break if I've eaten too much Christmas food, but Je me suis demandé si I j'avais managed to trop have mangé a pendant les fêtes, bit speed on the skis today, and the pro shooting was clean, so yeah, I'm happy. mais j'ai réussi à aller vite sur la piste et surtout, oui, à être impeccable derrière la carabine. Je suis content. Before Christmas, your uncle was your sponsor, Yeah. and now Avant because Noël, of votre all your oncle était results, votre you sponsor. find a real sponsor. Et Yeah, I maintenant, got vous a avez eu new, un vrai private sponsor. deal with one of the federation sponsors, AF-Gruppen. I can show in the. Ouais, je peux vous le montrer, il est sur ma carabine, c'est So yeah, désormais they're happy le to sponsor sponsor de la me, and also fédération. my aunt and uncle are also very happy for me that I get a real sponsor. Et mon and not oncle, qui some était mon premier family sponsor, a été très Thank content you. pour moi. Thanks. Congrats. Sur la Lagrued et son sponsor, on le retrouve sur le podium. C'est un triplé norvégien. On reviendra sur le fait du jour, le cauchemar de Quentin Fillon-Maillet, le Français qui a craqué tout à l'heure au micro de Tanguy Kéroas. Débrief complet avec Vincent Defrane, Anne-Sophie et Alexis juste après une courte pause. Ça nous emmènera jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle. À tout de suite. Débriefer Messaoud avec Émilien pendant la pause. Il va du coup nous raconter ce qu'il vient de me dire. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Fabien, dans la chambre ce matin? Ouais, c'est Antonin et Fabien, on remontait du petit-déj et Antonin il me dit bah, tu sais, il y a deux sortes de biathlètes. Il y a ceux qui mettent leur première balle en Coupe du Monde et ceux qui la ratent. Et
Ça m'a fait rire parce que normalement c'est le genre de truc qu'on dit pour un peu déconcentrer, rentrer dans la tête de l'autre. Et après j'en ai reparlé avec Fabien et je me suis demandé s'il y avait déjà eu des Français qui étaient montés et qui avaient fait 10 directement sur leur première Coupe du Monde pour un peu répondre à leur taquinerie, quoi. Mais ouais, non, plus sérieusement, comme je te disais aux essais ce matin, j'ai senti tout de suite que j'étais bien dedans, pas stressé, je pense moins stressé qu'hier, la veille de course. Et ouais, j'ai senti que j'étais bien dedans, que j'arrivais à faire les choses bien, j'ai fait de bons essais de tir. Et puis voilà, après je me suis pas posé de questions. Et quand c'est comme ça, c'est facile, quoi, mais faut profiter parce que c'est pas tout le temps comme ça. Et voilà, je suis content de ce que j'ai mis en place au niveau du tir au moins, quoi. Donc une poursuite pour vous, c'est important d'engranger aussi les courses à ce niveau-là pour progresser. Ouais, c'est ça. C'est sûr que les sprints, c'est un double tranchant parce que on sait que si on se rate, il y a une poursuite le lendemain ou en tout cas en Coupe du Monde, l'objectif c'était au moins d'y être. Donc voilà, objectif réussi. Je pense que j'ai encore beaucoup de clés en ski à améliorer sur cette piste, notamment voilà, comme souvent moi, mon piège c'est de me faire un peu surprendre, partir à peine trop vite, même si je le sens pas forcément. Et sur des pistes comme ici où il y a beaucoup de bosses, le deuxième tour j'ai senti tout de suite que ça allait être dur de finir. Donc voilà, pour demain l'objectif ça va être de prendre les skis, rester dans les groupes et puis passer tir par tir et on verra bien ce qu'il y a à jouer dans le dernier tour. L'année 2020 avait été une année très particulière, très compliquée pour toute la famille Claude. Là, c'est un début de 2021 particulier, mais dans un sens complètement contraire avec ces trois frères sur la Coupe du Monde ensemble. C'est un accomplissement. Ouais, c'est sûr que 2020 a vraiment été une année difficile pour nous. On avait tous envie de finir cette année 2020 pour pouvoir essayer de passer à autre chose. Même si c'est omniprésent dans nos pensées, on y pense tous les jours. Mais voilà, je pense maintenant c'est beaucoup plus une force. On arrive à s'en servir, à relativiser. Et pour ma part aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je profite vraiment parce que je sais que c'est aussi une grosse chance d'être ici, de profiter. Et puis voilà, comme tu dis, l'année a bien commencé, donc il faut continuer, quoi. Merci Emilien. Merci. Couché, il y a 2 balles ratées et vous tournez qu'une fois sur l'anneau, vous la voyez pas dehors la balle? Ouais, je vais pas revenir trop sur la course parce que là j'ai rien à dire, je suis vraiment frustré. Non, je vois pas cette dernière balle. Pour moi, je fais qu'une faute au premier tir, donc je comprends pas trop. Et puis bon, voilà. Moi, je vais juste. Aujourd'hui, c'est les 30 ans de ma copine, donc j'aurais voulu faire une meilleure course. Donc, je lui souhaite un bon anniversaire. Et puis, désolé. Merci Quentin, c'est évidemment difficile. Quentin qui à Orpheus avait déjà eu un problème quasiment similaire avec une cible qui était pas remontée. Là, effectivement, nous on était sur le pas de tir. La cible, elle est restée noire et Quentin, lui, il l'a vu blanche, donc il a fait qu'un tour de pénalité. Une image vraiment rarissime, hein. Quentin qui craque suite à cette réaction au micro de Tanguy. On va aller sur le côté technique un petit peu plus tard, Vincent, mais sur le côté humain tout d'abord. Ça vous fait quoi de voir Quentin craquer de cette manière-là? Ça paraît presque un peu démesuré dans le sens où c'est une course de biathlon, il y a plus grave. Après, quand on se met dans ce contexte de biathlon, Quentin, on en parlait avant la course, c'est quelqu'un qui est possible challenger de Johannes Bö pour le général. Et aujourd'hui, avec une erreur bête, conne, eh bien, il crame une course, 2 courses parce qu'il y a la poursuite, et il prend un retard vraiment fort au général. Donc derrière cette tristesse, il y a tout ça parce qu'on se prépare à nouveau en début de saison. Puis là, pendant la pause, on se donne à fond dans l'entraînement et puis on crame tout en une erreur bête. Donc c'est dommage, voilà. C'est du sport, mais quand on est dans cette peau d'athlète, c'est une grosse partie de notre vie et donc on est forcément très déçus. Et voilà, il faudra essayer d'en trouver de la ressource derrière ça et puis comprendre pourquoi il n'a pas vu cette dernière palette qui n'a pas basculé et pourquoi du coup, qu'est-ce qui se passe techniquement ou visuellement
pour pas que ça se reproduise, ou en tout cas le moins de fois possible. On verra les images, hein, évidemment, dans quelques instants. Ça arrive le jour où Johannes Bö remporte ce sprint et creuse son écart. Donc, on fera un point, Anne-Sophie, sur le classement général et la mauvaise opération de Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. On poursuit avec le podium et donc le triplé norvégien avant de revenir à la mésaventure de Quentin Fillon-Maillet. Cette fois-ci, c'est Tarjei Bø. Gratulerer til Tarjei Bø! Et lui aussi, Tarjei Bø, il commence l'année comme il l'a terminé la précédente parce qu'il était sur le podium de la Mastart, souvenez-vous, avec cet accrochage avec Émilien Jacquelin. Il avait terminé 3e déjà. Et donc musique son personnalisée. 3e podium cette saison. Gratulerer for det norske laget Johannes Stignes Bø! Vincent m'a l'air au point, mais à un niveau très élevé sur les musiques de podium depuis le début, là. Mais là, en plus, on est dans le folklore allemand, c'est Ah, c'est l'ambiance exceptionnel. du biathlon, clairement, dans les tribunes. Bon, là, c'est un peu différent aujourd'hui. Et tout ça pour fêter donc le 50e succès en Coupe du Monde pour Johannes Bø. 50e on y est enfin. victoire aujourd'hui. Eh oui, on y est enfin. Et oui, c'est vrai enfin, que- parce que quand il avait signé sa première victoire cette saison, c'était sur un sprint déjà à Kontiolahti. On s'était dit, bon, la 50e va arriver, on l'attendait. Et il a fallu attendre un petit peu encore, et la voici, enfin. La cérémonie des fleurs qui se poursuit avec Lucas Hofer, Johannes Dahle et Ponsiluoma qui complètent donc cette cérémonie des fleurs. On va faire un point le plus rapidement possible au classement général, Anne-Sophie, dès que vous l'avez, pour apercevoir le retard de Quentin Fillon-Maillet après sa mésaventure. Johannes Bø qui accentue son avance aujourd'hui. Alexis Chapeau. Dans l'avant-course, vous aviez pointé la préparation de Johannes et de Tarjei Bø. Ils s'étaient isolés, vous nous racontiez ça pour se préparer et vous attendiez une grosse performance des frères Bø. Bravo, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, ils ont mis toute leur chance de leur côté pour vraiment se retrouver juste entre eux sur cette période de Noël, pour pouvoir se reposer, se ressourcer, passer des moments complices en famille et aussi s'entraîner. En plus, ils ont eu des conditions extraordinaires, donc tout ça fait qu'on pouvait s'attendre à ce que Johannes revienne très en forme. Et moi, c'est ce que je vais retenir de cette course.